La lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, 3 lectures de Pierre Bayard. Le plagiat par anticipation, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et enquête sur Hamlet, le dialogue de sourds. Le plagiat par anticipation, de Pierre Bayard. Prologue. Le plagiat est aussi ancien que la littérature, à laquelle il rend indirectement hommage. Il manifeste en effet à son égard une forme d'admiration, le propre d'un chef-d'œuvre étant d'inciter d'autres auteurs à explorer les voies qu'il a ouvertes ou même à rêver, en se l'appropriant, de l'avoir écrit eux-mêmes. S'il valorise les écrivains en reconnaissant publiquement leurs mérites, le plagiat est rarement accueilli par eux avec satisfaction. Il est bien plutôt vécu dans la colère ou la souffrance, car ils ont le sentiment légitime de se trouver dépossédés de leur œuvre, et même au-delà d'être privés d'une partie de leur identité. Pour cette raison, après avoir été longtemps toléré par les institutions littéraires, le plagiat est aujourd'hui l'objet d'un rejet unanime, qui se traduit même parfois par des plaintes en justice, visant à protéger le droit à la création personnelle et à défendre la propriété littéraire, plus menacée que jamais par le progrès technique. Vivant moi-même dans la hantise du plagiat et choqué depuis toujours par ce type de pratique, je m'associe pleinement à une telle réprobation. Je regrette cependant qu'elle ne soit pas plus large et se limite au cas de figure qui vient le plus facilement à l'esprit, celui où un auteur est allé puiser, en le dissimulant, des éléments essentiels de son œuvre chez des écrivains antérieurs. Curieusement, en effet, une forme de vol d'idées semble avoir échappé à la critique. Celle qui concerne les emprunts faits par les écrivains non à ceux qui les ont précédés, mais à ceux qui les ont suivis. Alors que le plagiat classique est régulièrement et justement dénoncé, le plagiat par anticipation ne retient que peu l'attention des lecteurs, même les plus attentifs. Il suffit pourtant de parcourir l'histoire de la littérature pour voir que ne manquent pas les emprunts faits par les écrivains à des confrères du futur. Certaines similitudes étranges entre des textes séparés par des années ou des siècles ne peuvent en effet s'expliquer par le seul hasard ou par les formes classiques de plagiat. Il est clair, pour des raisons que j'expliquerai en détail dans ce livre, que c'est dans l'autre sens, que c'est alors effectué l'emprunt. Or, si l'on admet que la notion de plagiat doit s'entendre dans les deux sens, c'est un nombre considérable de comportements discutables qu'il est légitime d'espérer mettre au jour, puisque l'on peut raisonnablement estimer qu'une bonne moitié des ressemblances injustifiées entre les œuvres est apportée au compte de cette pratique. Pourquoi, alors, si cette hypothèse se révèle juste, ne pas conférer au plagiat par anticipation un statut légal, en dignité, à celui dont bénéficie depuis longtemps le plagiat classique, et ne pas procéder pour les auteurs passés aussi bien que présents qui en ont été les victimes aux restitutions de paternité que tout vol d'idées appelle. Si ce livre est avant tout animé par une exigence morale, redonner à certains écrivains un bien dont ils ont été injustement privés, il ne se situe pas du tout dans une logique exclusive de condamnation, mais entend également rendre hommage aux auteurs dont il met par ailleurs en cause les méthodes. En prenant le risque de s'inspirer d'un auteur futur, les grands écrivains font en effet souvent preuve tout à la fois de curiosité intellectuelle, laquelle leur permet de dépasser les limites étroites de leur temps, d'audace dans l'utilisation de leurs emprunts et de sang-froid dans la dissimulation de leurs délits. Ces deux attitudes de condamnation et d'admiration ne sont donc pas nécessairement contradictoires. Car certains des écrivains critiqués sont aussi les auteurs d'œuvres qui forcent le respect. Il est certes difficile de savoir s'ils en auraient été capables sans ces emprunts déloyaux. Il demeure qu'il n'y a pas de raison, même si l'on manifeste de la réticence quant aux moyens employés, de ne pas saluer le résultat.
Ainsi, ce livre, au-delà du regret de certaines pratiques, se donne-t-il également pour objet de réfléchir sur la création, en montrant comment elle consiste souvent pour l'écrivain, en prenant un ou plusieurs temps d'avance sur ses contemporains, à s'inspirer d'œuvres à venir, et parfois d'auteurs qui ne sont pas encore nés. Les grands créateurs, on le verra, ont souvent été, telle est à la fois leur force et leur faiblesse, des plagiaires par anticipation. Ce livre, qui se propose de réfléchir sur l'influence de l'avenir, est donc la suite logique et le prolongement de Demain est écrit. Je me proposais dans cet essai d'étudier un phénomène que connaissent bien certains écrivains qui ont le sentiment que leur écriture, devenue prédictive, ne se contente pas de raconter ce qui est déjà advenu, mais annonce ce qui va se produire. Nombreux en effet sont les cas où les textes littéraires évoquent des événements de la vie personnelle de l'écrivain qui ne sont pas encore passés, comme des rencontres amoureuses, des accidents, des crises de folie, des décès, événements dont le lecteur vigilant peut avoir le sentiment qu'ils ont été décrits par ces livres, parfois avec une précision étonnante, alors même que l'auteur ne pouvait en avoir objectivement connaissance. La différence entre Demain et écrit et cet essai est qu'il ne s'agira pas ici d'étudier l'influence sur les œuvres littéraires des événements futurs, mais celle des textes à venir, comme si les écrivains ne s'inspiraient pas seulement de ce qui va leur arriver, mais de ce qu'ils pourraient lire s'ils vivaient plus longtemps. Il s'agit cependant, dans les deux cas, de fonder ce qu'il conviendrait d'appeler une critique d'anticipation, attentive à ce qui, dans les textes, ne vient pas du passé, mais de l'avenir. Au-delà des différences, le point commun entre Demain est écrit et cet essai est que s'y trouve dans les deux cas mise en cause une certaine représentation linéaire du temps, qui ne se déroulerait, à en croire certains critiques, que dans un seul sens, du passé vers le présent et l'avenir. Outre que de multiples expériences de la vie quotidienne nous montrent qu'il n'en va pas toujours ainsi, il est patent que cette représentation figée convient mal à la littérature qui appelle d'autres modèles temporels. De même que la thèse de Demain est écrit devrait logiquement conduire à rédiger sous une autre forme les biographies d'écrivains, la thèse de ce livre devrait donc avoir des conséquences importantes pour notre représentation de l'histoire littéraire et pour les manuels qui tentent de la construire. En s'obstinant à n'étudier le jeu des influences que dans une seule direction, il est possible que les historiens de la littérature aient inspiré à des générations de lecteurs une vision limitée, voire fallacieuse, de la succession des textes. Ces quelques remarques conduisent à un plan logique. Je commencerai dans une première partie par identifier un certain nombre de plagiats par anticipation caractéristique, en tentant de clarifier les critères permettant avec quelque certitude d'affirmer que l'emprunt ou le vol d'idées ne s'est pas effectué dans le sens de la chronologie traditionnelle, mais dans l'autre sens. Je tenterai dans une seconde partie d'examiner plusieurs hypothèses permettant de comprendre comment certains auteurs sont parvenus à puiser des éléments de leur œuvre chez des écrivains d'une époque ultérieure. L'étude d'un grand nombre de cas différents montre en effet qu'il ne faut pas se limiter à une explication unique, mais qu'il existe en réalité plus d'une méthode permettant d'aller chercher dans l'avenir des éléments nécessaires à sa propre création. Enfin, une troisième partie sera consacrée à étudier les conséquences sur l'histoire des œuvres du plagiat par anticipation. Si l'écriture de cette histoire dépend trop souvent d'une conception des sources littéraires qui privilégie une représentation classique de la chronologie, il importe de mesurer quel changement radicaux est susceptible d'apporter une autre conception des liens entre les œuvres qui se fonderaient cette fois sur une chronologie différente. À une époque où la notion de propriété littéraire tend à disparaître, il est bon de continuer à défendre un certain nombre de valeurs simples et une certaine conception de l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de honte à s'inspirer, partiellement ou longuement, d'auteurs antérieurs ou postérieurs. Il est plus critiquable de le dissimuler. Il revient alors aux chercheurs et aux historiens de la littérature, sans agressivité inutile, mais avec fermeté, de rendre à chacun son dû. Constatation. Chapitre 1er. Histoire du plagiat par anticipation, où l'on voit que les premiers utilisateurs de la notion de plagiat par anticipation, s'inspira il y a près d'un demi-siècle de cet essai, n'ont pas su en tirer tous les bénéfices qu'ils pouvaient en attendre.
Dans un livre qui voudrait réhabiliter une certaine conception de l'honnêteté intellectuelle, il n'est pas question, pour moi, de laisser planer le moindre doute quant à l'origine de la notion de plagiat par anticipation, puisqu'elle se situera en son centre. Afin que les choses soient claires, je précise donc immédiatement que je n'en suis pas le créateur et que je n'ai nulle prétention à l'être. En revanche, à défaut d'avoir inventé cette notion, j'ai la conviction d'être en mesure de lui donner toute son ampleur qui a probablement échappé à ceux-là même qui l'ont conçue, et de permettre par là, en développant toutes ses conséquences, de renouveler en profondeur notre conception de la littérature, de son histoire et de la manière dont elle est traditionnellement enseignée. C'est à l'Oulipo que l'on doit, à ma connaissance, l'invention de la notion de plagiat par anticipation. L'Oulipo, ou Ouvroir de littérature potentielle, est le nom d'un groupe de chercheurs fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, et qui accueillit des écrivains aussi célèbres que Georges Perec ou Italo Calvino. L'unité du groupe, qui se réunit depuis une 50aine d'années, se fait autour d'un projet d'écriture à la fois individuelle et collective, dominé par l'idée de tirer tous les bénéfices littéraires possibles de la notion de contrainte. Cette notion de contrainte est aussi ancienne que la littérature elle-même. La composition d'un sonnet, l'écriture d'une tragédie classique, même des textes d'apparence beaucoup plus libres comme cet essai obéissent en réalité à toute une série de règles auxquelles les écrivains se sont toujours pliés, dès lors qu'ils décidaient d'inscrire leur œuvre à l'intérieur d'un genre existant. En quoi les oulipiens innovent-ils ? Ils procèdent d'abord à un retour en arrière, puisqu'à l'époque où se crée le mouvement, dans les années 60, les contraintes se sont largement atténuées en littérature, le roman, la poésie ou le théâtre tendant à s'émanciper et à s'écrire avec plus de liberté qu'auparavant. Mais ils ne se contentent pas de remonter le temps. Ils s'imposent à eux-mêmes des règles à la fois extrêmes et au moins en apparence absurdes. Prenons l'exemple de l'un des textes les plus célèbres, créé suivant ce principe des contraintes, à savoir la disparition de Georges Perec. L'écrivain y fait le pari, et le tient, de rédiger tout un livre sans utiliser une seule fois la voyelle E, ce qu'annonce doublement le titre du roman, qui évoque une disparition, tout en se gardant d'employer la voyelle en question. La contrainte ici est radicale, puisque c'est l'écriture de chaque phrase qui pose problème dès lors que l'on se prive de cet outil majeur de la langue française qu'est sa voyelle la plus fréquente. Mais elle est aussi absurde, puisqu'elle n'obéit a priori à aucune autre raison que celle de la difficulté. Ailleurs, les contraintes sont plus légères, et de ce fait, moins handicapantes. Mais elles demeurent un passage obligé chez les auteurs de l'Oulipo. Pourquoi accorder une telle importance à la notion de contrainte ? Aux yeux de l'Oulipo, elle constitue avant tout un moyen privilégié de stimuler la création littéraire. Ces auteurs développent l'idée que l'invention de nouvelles formes peut paradoxalement être favorisée en acceptant de plier l'écriture à un certain nombre de règles. Celles-ci rendent certes la création plus difficile, mais elles exercent un effet bénéfique en incitant les écrivains à explorer des possibilités du langage éloignées de leurs habitudes et auxquelles ils n'auraient pas nécessairement été sensibles si leur liberté n'avait pas été entravée. C'est dans le cadre de cette pratique concertée de la contrainte que les membres de l'Oulipo introduisent donc la notion de plagiat par anticipation. Celle-ci figure dans plusieurs textes, dont les 2 manifestes du groupe qui en définissent le programme de travail. Le premier, dû à François Le Lyonnais, figure au début de l'ouvrage collectif « La littérature potentielle ». Dans ce texte de présentation, Le Lyonnais définit les grands axes de recherche de l'Oulipo et rappelle son projet d'accroître les possibilités de la littérature en jouant sur la notion de contrainte. Toute œuvre littéraire se construit à partir d'une inspiration. C'est du moins ce que son auteur laisse entendre, qui est tenu à s'accommoder tant bien que mal d'une série de contraintes et de procédures qui rentrent les unes dans les autres comme des poupées russes. Contrainte du vocabulaire et de la grammaire, contrainte des règles du roman, division en chapitres, etc., ou de la tragédie classique, règle des 3 unités, contrainte de la versification générale, contrainte des formes fixes, comme dans le cas du rondeau ou du sonnet, etc. Si toute œuvre littéraire repose sur des contraintes, c'est donc en les multipliant et en les diversifiant que l'on a des chances de susciter des formes originales de création. Ouvrez les guillemets.
L'humanité doit-elle se reposer et se contenter sur des pensées nouveaux de faire des vers antiques ? Nous ne le croyons pas. Ce que certains écrivains ont introduit dans leur manière, avec talent, voire avec génie, mais les uns occasionnellement, forgeage de mots nouveaux, d'autres avec prédilection, contre-rime, d'autres avec insistance mais dans une seule direction, lettrisme, l'ouvroir de littérature potentielle, Oulipo entend le faire systématiquement et scientifiquement, et au besoin en recourant aux bons offices des machines à traiter l'information. Fermez les guillemets. À partir de ce programme général, François Le Lyonnais dégage deux tendances principales dans les recherches du groupe, l'analyse et la synthèse, ouvrez les guillemets. On peut distinguer, dans les recherches qu'entend entreprendre l'ouvroir, deux tendances principales tournées respectivement vers l'analyse et la synthèse. La tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. C'est par exemple le cas du Santon, qui pourrait, me semble-t-il, être revigoré par quelques considérations tirées de la théorie des chaînes de Markov. La tendance synthétique est la plus ambitieuse. Elle constitue la vocation essentielle de l'Oulipo. Il s'agit d'ouvrir des nouvelles voies inconnues de notre prédécesseur. C'est par exemple le cas des 100 000 milliards de poèmes, ou des Aikai boléens. Fermez les guillemets. Si l'expression plagiat par anticipation ne figure pas encore dans ce premier texte, la notion même y est latente. L'une des tâches que s'assigne l'Oulipo est en effet de s'intéresser aux œuvres du passé pour y exhumer des inventions dont les auteurs n'avaient pas mesuré toute l'ampleur. C'est là mettre en valeur le type de lien qui est au cœur même du plagiat par anticipation. Absente en tant que telle du premier manifeste, l'expression de plagiat par anticipation figure en revanche en toutes lettres dans le second manifeste que l'on doit également à François Le Lyonnais. Remarquant qu'il arrive aux membres de l'Oulipo de découvrir dans le passé des éléments qui semblent issus de leurs propres recherches, Le Lyonnais écrit, ouvrez les guillemets. Et cela m'amène à la question du plagiat. Il nous arrive parfois de découvrir qu'une structure que nous avions cru parfaitement inédite avait déjà été découverte ou inventée dans le passé, parfois même dans un passé lointain. Nous nous faisons un devoir de reconnaître un tel état de choses en qualifiant les textes en cause de plagiat par anticipation. Ainsi, justice est rendue, et chacun reçoit-il selon ses mérites. Si elle est constitutive de la fondation de l'Oulipo, la notion de plagiat par anticipation est donc utilisée dans l'étude de la littérature passée comme une manière de rappeler, en rendant hommage à des écrivains antérieurs, que certaines idées contemporaines ont déjà été énoncées précédemment. Elle n'implique pas, en revanche, chez ces écrivains l'intention délibérée de s'inspirer d'œuvres à venir. Une remarque assez proche pourrait être faite à propos d'un autre texte du même groupe, l'Oulipien démasqué, dont l'auteur Jacques Jouet entend montrer qu'Alfred de Musset a plagié l'Oulipo. Partant d'un vers du romantique, « Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie !» L'auteur entreprend d'expliquer que Musset y est oulipien, dans la mesure où il se fixe la contrainte d'exprimer par un alexandrin sa théorie sur l'origine du génie. Si l'on considère en effet que le vers de Musset exprime son génie, il convient de penser que la contrainte officielle, celle de se frapper le cœur, est doublée d'une autre, celle d'écrire en alexandrin. Or, Musset ne reconnaît pas officiellement cette contrainte, au moins pour des raisons techniques. En effet, Jouet remarque justement qu'il aurait été difficile pour le poète de formuler en vers son propre principe, le recours au mot alexandrin, rendant difficile de se limiter à 12 pieds. De ce fait, Musset est contradictoire, puisqu'il affirme un principe, il faut rechercher des émotions le plus profondément possible, et en respecte secrètement un autre, il faut écrire en alexandrin. Mais dans le même temps, Musset ouvre un champ immense à la recherche, celui des textes à contraintes non dites. Si l'on admet que les écrivains se fixent, comme lui, des contraintes qu'ils ne révèlent pas, alors c'est toute la littérature qui devient oulipienne, puisque le champ de l'Oulipo ne recouvre plus seulement les textes à contraintes déclarées, mais intègre aussi, ce que laissait déjà entendre le premier manifeste, les textes à contraintes secrètes, voire involontaires. Cette contrainte inconnue ne devient cependant contrainte qu'à partir du moment où quelqu'un lui donne véritablement naissance en la réutilisant. On voit le lien explicite qu'introduit l'auteur entre le plagiat par anticipation et la notion de contrainte.
Tout texte est un plagiat par anticipation d'une contrainte potentielle, laquelle devient vérifiable et donc pleinement existante dès lors qu'un second texte, l'apportant à la vie, entreprend de l'appliquer. Telle qu'elle est définie par ces différents textes, la notion de plagiat par anticipation ouvre à un champ immense de recherche sans cependant me donner pleine satisfaction. Aussi serais-je tenté d'opérer un double déplacement par rapport à la conception que semblent, en tout cas dans ces pages, défendre les auteurs de l'Oulipo. La première différence que je souhaiterais faire valoir tient à l'usage extensif, et pour moi trop général, que l'Oulipo fait de cette notion, sans doute dans l'euphorie de sa création. À la limite, de par l'importance accordée à la notion de contrainte, tout texte, on le voit bien avec l'exemple de Musset, en annonce un autre et le plagie par anticipation. Dès lors, la notion perd de sa force puisqu'il est possible d'y recourir à tout propos. Et ceux qui se sont véritablement rendus coupables de délits littéraires se trouvent de ce fait largement dédouanés. Le même problème se poserait également avec le plagiat classique si celui-ci était utilisé sans distinction, dès qu'une ressemblance se dessine entre deux textes littéraires ou qu'il apparaît qu'un texte a subi l'influence même vague d'un autre. La notion de plagiat disparaîtrait rapidement si elle était utilisée à tout propos et non restreinte au cas de malversation avérée. Il me semble, au contraire, que l'intérêt de ces deux notions est de décrire certains phénomènes d'emprunt très limités, effectués auprès d'auteurs passés ou futurs et qu'elles ont tout à perdre à s'appliquer à un champ trop large. Il ne s'agira donc pas pour moi d'affirmer que chacun plagie tout le monde, mais de cerner un nombre précis d'emprunts et de les analyser en détail. La seconde distinction que je souhaiterais faire valoir est liée à la première, et tient à une nuance dans l'utilisation de la notion qui n'est pas que de pure forme. Il semble bien, à lire les textes des auteurs de l'Oulipo sur le sujet, que le plagiat par anticipation soit pour eux largement involontaire. Le plagiat étant d'une certaine manière constitué par le surgissement d'un second texte proche du premier, qui, en révélant celui-ci à lui-même et en explicitant sa contrainte masquée, permet d'en éclairer après coup les potentialités. C'est en ce sens que l'on peut comprendre les raisons pour lesquelles François Le Lyonnais affirme, à propos de l'une des deux tendances principales de l'Oulipo, la tendance analytique, qu'elle travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. Or, on risque ici, avec cette conception du plagiat par anticipation, de perdre de vue la notion, dont l'un des éléments essentiels est l'intentionnalité. Faute de garder comme critère cette volonté d'emprunt, le plagiat par anticipation pourrait finir par ne plus désigner que la rencontre aléatoire entre des textes de périodes différentes, de proximité formelle ou thématique. Là encore, j'irai donc moins loin que les auteurs de l'Oulipo, en faisant véritablement du plagiat par anticipation le symétrique du plagiat classique, et son prolongement naturel. Et donc en gardant dans la définition de la notion l'idée d'intentionnalité, qui me paraît consubstantielle à celle de plagiat et seule à même de susciter la réprobation. Sans doute cette intentionnalité n'est-elle pas toujours pleinement consciente. Et peut-on admettre des degrés de perception dans l'exercice du plagiat, entre la volonté clairement affirmée de dérober le bien intellectuel d'autrui et le fait de se laisser gagner, sans y prendre garde, par des formes ou des idées postérieures à son temps. Il demeure qu'il y a un véritable risque, dans la conception trop large que donnent parfois du plagiat par anticipation les écrivains de l'Oulipo, à laisser la notion se dissoudre et perdre ainsi de sa force disruptive. Il ne saurait dès lors, pour plusieurs raisons, y avoir de ma part de plagiat de l'Oulipo. La première de ces raisons est que je me réclame officiellement de leur travail, au point de le citer et d'y consacrer le premier chapitre de mon essai. Faute de dissimulation, je reviendrai plus loin sur ce critère. Il ne peut y avoir de plagiat. La seconde raison tient au double déplacement que je propose de faire subir à la notion, lequel y substitue quelque chose d'assez différent, aussi bien dans la forme que dans l'esprit. En essayant de garder au plagiat par anticipation la plus grande proximité possible avec le plagiat classique, je prends des distances avec la représentation que s'en donnent les auteurs de l'Oulipo. La troisième raison tient au degré de théorisation de la notion. La question se pose en effet de savoir dans quelle mesure je ne serai pas victime, de la part de ce groupe, d'un plagiat par anticipation. Comme j'aurai l'occasion de le montrer à partir d'un certain nombre d'exemples,
L'une des caractéristiques du plagiaire par anticipation est qu'il maîtrise mal les éléments empruntés, puisqu'il n'en est pas l'inventeur principal. Or, on voit bien, par ces deux textes, que non seulement les auteurs de l'Oulipo ont été incapables d'élaborer une véritable théorie du plagiat par anticipation, mais que celui-ci n'apparaît que dans quelques bribes humoristiques, qui appellent à être prolongées par un travail sérieux et méthodique. Ce qui sera ici tenté est au contraire, et ce pour la première fois, une véritable théorie de la notion. S'il n'est donc pas question de leur retirer l'honneur de la découverte, ni de leur tenir grief des emprunts qu'ils ont pu faire à cet essai, les auteurs de l'Oulipo ont donc tout à gagner à s'inspirer, y compris dans les textes déjà écrits et apparemment antérieurs aux miens, d'une conception plus audacieuse du plagiat par anticipation qui ne prennent pas le risque de perdre les bénéfices de cette notion prometteuse, capable à mon sens, on le verra, de permettre rien moins qu'une refondation de l'histoire littéraire.